Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire où je réponds à quelques-unes de vos questions. Questions que j'ai sélectionnées dans vos commentaires, les commentaires que vous avez postés sur l'une de mes dernières vidéos où vous avez justement demandé au travers de cette vidéo de me poser toutes vos questions dans les commentaires. Vous l'avez fait, il y a eu plus de 250 commentaires je crois. J'ai dû en sélectionner quelques-unes, malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous invite dès maintenant à reposer toutes les questions qui vous viennent en tête dans l'espace commentaire, que ce soit des questions historiques, des questions sur mes goûts personnels, des questions sur l'actualité. Toutes les questions en rapport avec la WWE sont les bienvenues, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. En attendant, on commence avec la première question, c'est parti. Cette première question concerne l'évolution de la division féminine ainsi que le pay-per-view qui s'appellera justement Evolution qui aura lieu au mois d'octobre prochain. On me demande mon avis sur ce pay-per-view et sur cette évolution de manière générale. Eh bien je peux dire que c'est que du bon cette évolution évidemment, que ce soit en termes d'égalité vis-à-vis de la division masculine. On a vu les premiers Royal Rumble match féminin, Money in the Bank, Elimination Chamber, Hell in a Cell. Et maintenant un pay-per-view 100% féminin, un pay-per-view exclusif à cette division féminine. C'est une ascension fulgurante, ça me fait vraiment plaisir. Donc qu'est-ce que j'en pense? Évidemment que du bien. Je pense qu'il n'y a pas moyen de rater ce pay-per-view. Je pense que il y aura du bon booking, je pense que Triple H sera derrière, donc il y aura, voilà, ça fait un peu penser à la NXT, ça fait un peu penser au Mae Young Classic qui d'ailleurs la finale aura lieu lors de ce pay-per-view. Voilà, je pense que le pay-per-view, si les rivalités, les storylines sont bien faites, sont bien construites, je pense qu'en termes de qualité, le jour même lors du pay-per-view, on n'a pas à s'inquiéter, on aura de très bons matchs. Un point important qui me fait un petit peu peur d'un côté et qui me fait plaisir de l'autre, c'est que justement j'ai peur qu'ils ramènent trop de légendes et que le pay-per-view tourne trop autour des légendes qui ont déjà rendu populaire cette division. Alors qu'au contraire, il faudrait que ce pay-per-view serve à mettre en avant les nouvelles générations de superstars, les nouvelles superstars féminines qui arrivent, donc comme Alexa Bliss, comme Sasha Banks, comme voilà, toutes ces superstars là. Voilà, il faut que ce pay-per-view les mette en avant. Il ne faut pas que Trish Stratus, Lita ou les superstars comme ça prennent trop le spotlight lors de ce pay-per-view. Mais bon, c'est quand même Triple H qui sera derrière, donc je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un très bon pay-per-view. Donc pour conclure, je suis très content de cette annonce pour le pay-per-view 100% féminin et je suis assez confiant pour la qualité du show. On me demande maintenant mon avis sur un match entre John Cena et l'Undertaker qui pourra avoir lieu à SummerSlam ou à WrestleMania. Donc la question date d'il y a quelques jours, mais maintenant on le sait, ça n'aura pas lieu à SummerSlam, ça c'est sûr. Maintenant à WrestleMania, c'est un match qui est toujours envisageable l'année prochaine. WrestleMania qui sera d'ailleurs à New York, dans le New Jersey. La question c'est Undertaker, John Cena, carrière contre carrière. Est-ce que j'ai envie de le voir et est-ce qu'on l'aura? Eh bien j'ai envie de vous dire, premièrement, je pense qu'on l'aura, parce que j'ai déjà dit au travers de quelques vidéos, mais ce qu'on a eu à WrestleMania 34, pardon, oui, je suis encore au 24, non, on est au 34, ça passe très vite, mais c'est quand même le 34. Ce qu'on a eu à WrestleMania 34, c'est sûr et certain, John Cena ne peut pas rester humilié comme il a été humilié à WrestleMania 34. C'est impossible, il va redéfier le Taker, enfin il va y avoir quelque chose qui va se dérouler entre les deux d'ici la fin de l'année ou alors en début d'année prochaine lors du début de la Road to WrestleMania. Mais John Cena ne va pas rester sur un squash de 5 minutes comme ça face à l'Undertaker. On aura un rematch entre les deux et je pense que l'argument que John Cena va sortir pour obtenir ce rematch, parce que ça se mérite, il a perdu, après tout il a perdu clean en plus, donc pourquoi il aurait le droit à un autre match? Et je pense que l'argument qu'il va sortir pour convaincre l'Undertaker, ça sera « Mec, tu m'autorises à t'affronter une nouvelle fois, en échange, je mets ma carrière en jeu. » Et là, on pourrait avoir l'Undertaker qui rétorque en disant « Moi aussi je mets ma carrière en jeu » ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense que effectivement, il va être temps que la carrière de l'Undertaker se termine à WrestleMania. Et John Cena est peut-être, enfin en tout cas à l'heure actuelle, la personne qui doit envoyer l'Undertaker à la retraite. Je sais, vous allez me dire en commentaire, mais non, l'Undertaker il aurait dû prendre sa retraite déjà il y a plusieurs années. Certains vont dire qu'il aurait dû la prendre l'année dernière face à Roman Reigns. Il y en a qui vont me dire
qu'il aurait dû la prendre face à Brock Lesnar à WrestleMania 30. Et je suis d'ailleurs plutôt d'accord avec cette portion de personnes. Maintenant, oui, il aurait dû. Maintenant, ça n'a pas été fait. Donc il faudra bien qu'il prenne sa retraite un jour. Et est-ce que l'année prochaine n'est pas le bon show, le bon WrestleMania pour l'Undertaker pour prendre sa retraite? Je pense que oui, il est temps, il est même trop tard de mon point de vue, mais bon, on va pas refaire l'histoire, ce qui a été fait a été fait. L'Undertaker a continué de lutter malgré sa défaite à WrestleMania 30, il a continué de lutter malgré sa défaite face à WrestleMania 33, face à Roman Reigns, et il est encore là, et je pense que, bah, ok, il a gagné cette année, maintenant, je vois bien le rematch arriver l'année prochaine, et je pense que ce rematch, il va le perdre. Et je pense que c'est John Cena qui va continuer sa carrière et non pas l'Undertaker. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'Undertaker contre John Cena à WrestleMania 35. Est-ce que vous voyez ce match? Et si oui, quelle sera la stipulation? Et quelle sera l'issue du match aussi? On me demande maintenant mon top 3 de mes superstars masculines et féminines préférées. Donc je ne sais pas si c'est superstar actuelle ou toute histoire confondue. J'ai décidé de faire ça toute histoire confondue. Donc c'est très dur à chaque fois et je pense que vous êtes d'accord avec moi quand il faut choisir 3 superstars parmi toutes celles que vous adorez. C'est très compliqué, donc j'en ai choisi 3. Voilà, c'est pas un classement officiel, c'est 3 superstars que j'apprécie énormément. Maintenant il y en a d'autres et c'est dur de faire des choix. Donc on va commencer avec le classement masculin, je vais mettre à la 3e place. Et là aussi c'est très difficile, je vais mettre Edge à la 3e place. Voilà, un lutteur super complet qui malheureusement a pris sa retraite plutôt trop tôt. À la 2e place je vais mettre Dolph Ziggler, voilà, c'est plus un secret pour personne, hein. Vous savez à quel point j'apprécie Dolph Ziggler actuellement à la fédération et depuis qu'il est là d'ailleurs. Et à la 1re place évidemment c'est Shawn Michaels qui a toujours été mon catcheur préféré et l'idole de mon enfance. Enfin bref, j'ai toujours adoré ce mec et j'ai pu le rencontrer pour la première fois à WrestleMania cette année. Un très grand moment pour moi. Du côté féminin, à la 3e place, et là ça devient très compliqué, je vais mettre Alexa Bliss. Oui, j'apprécie énormément Alexa Bliss, je trouve qu'elle joue super bien son rôle de méchante à la fédération. Justement, je trouve qu'elle est imbattable actuellement dans ce rôle. C'est une petite peste, dans le ring elle n'est pas non plus exceptionnelle mais elle se débrouille quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un pour cette nouvelle génération de superstars qui a sa place et qui va écrire son nom, je pense, dans l'histoire de la division féminine. À la 2e place, je vais mettre Charlotte Flair. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de me justifier. C'est quelqu'un qui est excellente dans le ring. Elle nous propose toujours de très bons matchs. Je n'ai jamais été déçu par un match de Charlotte. Et puis voilà, elle a le look et puis l'héritage de son père. Bref, c'est tout un tas de choses qui font que j'adore vraiment Charlotte. À la 1re place, je vais mettre Trish Stratus que j'ai toujours apprécié, qui était très bonne dans le ring, et puis qui a été l'une des pionnières dans cette division féminine, a marqué l'histoire, notamment dans ses matchs face à Lita. Je garde en mémoire ce match à Unforgiven 2006 où Trish Stratus a pris sa retraite en gagnant pour la dernière fois le titre féminin face à Lita. C'était un match exceptionnel, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller le voir, c'était à Toronto, au Canada et c'est vraiment un match historique, donc si vous ne l'avez jamais vu, allez-y maintenant. Mention honorable quand même à Ronda Rousey qui est ma petite chouchoute depuis quelques mois quand même, depuis qu'elle est arrivée. Voilà, j'adore cette femme, je trouve qu'elle a un charisme exceptionnel et que pour quelqu'un qui n'est pas de ce domaine-là, qui n'est pas dans le domaine du catch professionnel depuis des années, qui vient d'arriver justement dans ce domaine, je trouve qu'elle se débrouille quand même merveilleusement bien. C'est quelqu'un qui se donne à fond dans les entraînements pour justement être bonne dans le ring. Elle s'entraîne à fond, il n'y a qu'à regarder sur Instagram, etc. toutes les photos et les entraînements qu'elle poste. Franchement, elle se donne à fond. Elle a envie de faire ce métier. Elle veut d'ailleurs rester plus longtemps que ce qu'elle avait prévu de rester, tellement elle se plaît bien dans cette famille autour de l'univers de la WWE. Donc rien que pour ça, mention honorable. N'hésitez pas vous aussi à partager votre classement dans les commentaires. Et on m'a également demandé mon match de WrestleMania de rêve. Eh bien j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça totalement bizarre, mais c'est un match personnel, voilà. C'est totalement subjectif. Ce sera Shawn Michaels contre Dolph Ziggler pour ma part.
Je trouve que c'est deux lutteurs qui ont un style de catch assez comparable et je pense qu'avoir les deux en face à face, ça pourrait vraiment être excellent. Deux lutteurs qui savent extrêmement bien vendre les prises et rien que pour ça, je pense que le spectacle serait vraiment pas mal. On me demande en même temps et j'y réponds, ça va être très simple. Mon pay-per-view préféré, évidemment, ce sera WrestleMania. Donc si on parle d'un pay-per-view de manière annuelle, c'est WrestleMania. Si tu me demandes mon pay-per-view de toute l'histoire confondue préféré, très compliqué de choisir encore une fois. Mais je dirais Unforgiven 2006 quand même qui reste un pay-per-view qui est gravé dans mon cœur. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec une question qui m'a été souvent posée qui concerne Dean Ambrose. Alors la première partie de la question me demande quand est-ce que Dean Ambrose va revenir. Pas trop difficile de répondre étant donné qu'il est revenu cette semaine à Raw, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il est revenu cette semaine. Donc je vais pas y répondre, voilà, c'est fait, il est de retour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Dean Ambrose? Vous avez inventé de nombreux scénarios dans les commentaires. Est-ce qu'il va se retourner contre Rollins et donc entamer une rivalité avec lui, ou est-ce qu'au contraire, Dean Ambrose va s'allier avec Rollins et pourquoi pas redevenir champion par équipe avec lui? Eh bien c'est une bonne question. On a un match à SummerSlam qui est très intéressant. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le match n'a pas encore eu lieu. On est au samedi précédent le pay-per-view, donc je n'ai pas encore vu le match et ce qui s'est passé. Donc il est probable que je dise des choses voilà, qui ne s'avèrent plus vraies après le pay-per-view, puisque vous auriez vu ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, il y a plusieurs scénarios possibles à SummerSlam. Il y a évidemment le retournement de veste de Dean Ambrose qui pourrait abandonner Rollins au travers de ce match et donc coûter le titre intercontinental à Rollins, qui pourrait permettre d'avoir Rollins et Dean Ambrose en rivalité ensuite. Ou alors il pourrait tout simplement y avoir Dean Ambrose qui aide Rollins à remporter le titre intercontinental et donc une alliance entre les deux. Maintenant, je vais plutôt pencher vers le heel turn de Dean Ambrose et donc une trahison entre Ambrose et Rollins. Plusieurs choses me font choisir cela. Premièrement, ce sera le look de Dean Ambrose. Il faut remarquer que quand même Dean Ambrose, que depuis qu'il est revenu, là, il a un nouveau look. Il a un look qui fait vraiment heel, je trouve. Il a pris de la masse hein, d'ailleurs. Félicitations à lui, franchement, on voit qu'il a bien travaillé pendant son absence. Et un autre point, c'est le titre intercontinental. Voilà, si Dean Ambrose, admettons Dean Ambrose aide Rollins durant le match et donc reste son allié. Rollins sera champion intercontinental, ok. Dean Ambrose, en tant qu'allié de Seth Rollins, qu'est-ce qu'il va faire sachant que Rollins est champion intercontinental et, jusqu'à preuve du contraire, le titre intercontinental est un championnat solo. Voilà, ça me paraît compliqué de voir les deux avancer en équipe avec l'un des deux membres qui est champion intercontinental. Vous allez me dire, bah, c'est déjà le cas avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Oui, c'est vrai, c'est déjà le cas. Maintenant, Dean Ambrose, là, il vient de revenir. Il vient de revenir et j'ai du mal à l'imaginer à faire un petit peu je sais même pas comment qualifier ça, celui qui accompagne tout le temps Seth Rollins dans ses matchs, celui qui l'aide à conserver son titre. Voilà, c'est pas un truc de face ça, c'est vraiment un truc réservé aux heel. Et donc Dolph Ziggler et Drew McIntyre le font super bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs au passage, Ziggler et Drew McIntyre, il y a de grandes chances que ça se termine comme ça, c'est-à-dire une trahison entre les deux. Ça se terminera comme ça de toute façon à un moment donné, quand je sais pas. Tout ça pour dire que je ne pense pas que Dean Ambrose va aider Rollins à SummerSlam et le suivre pendant des semaines, pendant des mois en tant que larbin entre guillemets et à glander aux abords du ring pendant que Rollins défend sa ceinture. Non, je pense que ça va plutôt se passer autrement et la manière dont ça va se passer, c'est une trahison qui pourrait avoir lieu à SummerSlam ou après SummerSlam, j'en sais rien, mais je pense que le heel turn de Dean Ambrose est très proche et tant mieux. Parce que Dean Ambrose, moi en heel, je peux pas. J'ai vraiment du mal. Et j'espère que le voir en heel va me convaincre et va me faire changer d'avis sur Dean Ambrose. Et qui sait, en tout cas avec le look qu'il a, il a un énorme potentiel. Donc j'espère qu'ils vont le faire tourner heel et que je vais apprécier. N'hésitez pas à partager votre avis là-dessus dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à poser toutes vos questions dans les commentaires
pour la prochaine vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a une cagnotte PayPal dans la description, donc n'hésitez pas. Encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, comme toujours, soyez très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.